Aujourd'hui, vendredi 19 décembre, bienvenue pour le journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. Plus que quelques jours avant Noël et au pied des sapins, certainement, des jeux édités par Asmodée, une société fondée à la fin des années 80 par deux Yvelinois. Le siège se trouve d'ailleurs toujours à Guyancourt. Retour sur une success story locale. Nous verrons aussi comment les communes économisent sur leur éclairage cette période de fête. Avec notre invitée Anna de la Forcade du Club Saint-Quentin, association chrétienne, il sera question des crèches. Que penser de la polémique sur leur présence dans les halls des mairies? Le Club Saint-Quentin qui propose la 3e édition de sa crèche vivante. Et puisqu'il faut retenir de la semaine entre le report du vote du budget 2015 de l'université et la gauche qui ne parvient pas à réaliser l'union pour les départementales. Pour débuter ce journal, nous allons parler des décorations de Noël. Nos maisons, nos rues sont toutes décorées, ce qui peut faire monter nos factures d'énergie. Pour y remédier, de nombreuses communes saint-quentinoises ont décidé d'acheter des décorations à base de LED. Mélanie Poquet. On a beau les scruter, quand on n'est pas connaisseur, difficile de faire la différence entre les ampoules normales et les LED. Et pourtant, ces petites diodes électroluminescentes sont bien là. Si elles sont encore chères, les LED permettent d'éclairer jusqu'à 40 000 heures. Elles s'allument instantanément et supportent les allumages répétés. C'est la technologie qui est bien meilleure. Une lampe à incandescence, c'est un filament qui chauffe. C'est en gros 95% de perte en chaleur, 5% de rendement. La LED, c'est optimisé pour éclairer. C'est de la microélectronique et c'est le rendement de 95% avec très peu de pertes en chaleur. J'ai l'exemple d'une commune qui a remplacé tout son parc et qui est passé de 6000 kWh à 700 kWh, soit des économies de 88% si on fait le calcul de consommation d'énergie. Plusieurs communes saint-quentinoises l'ont bien compris et renouvellent depuis plusieurs années leur parc. C'est le cas de Trappes où le changement de décoration a commencé en 2004. Les guirlandes à LED, ils consomment 4 watts uniquement sur tronçon, sur chaque tronçon, tandis que les ampoules normales consomment 14 watts par tronçon. C'est quasiment 4 fois moins que les anciennes ampoules. Aujourd'hui, le parc lumière de la commune est à 80% en LED. Trappes espère passer à 100% d'ici 2016, voire 2015, un moyen de rester dans l'esprit de Noël sans que la facture soit salée. Trappes y consacre 15 000 € par an. On reste dans l'esprit de Noël avec un succès 100% yvelinois. 1986, deux lycéens de Viroflay décident de fonder leur société pour diffuser leur propre jeu de rôle. Près de 30 ans plus tard, elle bénéficie d'une renommée internationale. Son nom, Asmodée. Reportage dans leurs locaux de Florane Parfait. Des jeux de société à ne plus savoir quoi en faire, nous ne sommes pas dans une succursale de l'atelier du Père Noël, mais au siège social d'Asmodée. Les aventuriers du rail, Otaricho, la guerre des œufs, Double, Jungle Speed ou encore Elixir, ils sont tous édités par cette entreprise, une PME yvelinoise devenue en quelques années le numéro 1 français des jeux de société. Elle distribue dans les magasins spécialisés les jeux qu'elle conçoit, ainsi que ceux de 36 éditeurs. Quand on rencontre des auteurs ou des studios qui développent des jeux où il y a juste une idée, on va les accompagner en fait pour développer ce jeu et pour pouvoir lancer le jeu sur le marché et qu'on va retrouver le jeu dans les commerces. Donc on va tout développer, on va être en contact avec les auteurs, avec des designers, des graphistes. Le jeu de société, dernier rempart contre les écrans, résiste aux jeux vidéo et même à la crise. La PME l'a bien compris et elle ne s'adresse plus seulement aux enfants. La grosse tendance, ça reste bien évidemment les jeux qu'on appelle party game. C'est des jeux un peu d'apéro qu'on joue entre adultes. C'est des jeux où on se marre, des jeux fun, conviviaux, qui sont rapides. Donc les meilleurs exemples, c'est Time's Up, c'est Jungle Speed, c'est Double. Double, c'est 700 000 exemplaires vendus par an, la meilleure vente de l'entreprise. Née en 1995 dans les Yvelines, elle s'est d'abord installée à Voisins-le-Bretonneux avant d'investir ses locaux de Guyancourt. Au début, ils étaient 8. Aujourd'hui, la société emploie plus de 200 salariés. Chaque année, ils lancent près de 200 nouveautés sur le marché du jeu de société. Un défi de taille, le secteur est soumis à de nombreuses contraintes. Il y a certains plastiques qu'on appelle l'EPS qui passent pas les normes. L'EPS passe certaines normes, mais pas toutes en fait. Enfin, ça dépend de sa composition. Donc on est obligé de faire des tests pour vérifier que ça passe bien. C'est ce qu'on demande à la base aux fournisseurs, mais maintenant en fait on vérifie systématiquement derrière que ça passe bien les tests. On nous dirige aussi vers des matières plus écolo maintenant. Des normes qui n'entravent pas son développement. Asmodée a ouvert 8 filiales à travers le monde. En 2013, l'entreprise est passée numéro 1 des jeux de société en France, devant le géant américain Hasbro. Un succès en partie dû à son identité française.
Il y a une spécificité dans la création française. Il y a vraiment une French touch avec beaucoup d'auteurs français qui ont un style particulier, un style de création, une mécanique de jeu. Et il y a un style d'édition française qui est très léché avec beaucoup de qualité sur le matériel. La French Touch d'Asmodée s'exporte dans près de 44 pays dans le monde. Elle représente 34% des parts de marché sur le segment du jeu pour la période de janvier à mai 2014. Mais l'entreprise ne prend pas la grosse tête et ne perd pas de vue son activité essentielle. Il y a des gens qui jouent leur plaisir, souvent ils jouent le midi, ils se prennent des sandwichs, ils jouent, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après, sinon, il y a des séances de jeu qui sont des vraies séances de test, où on joue au jeu pour le décortiquer. Ça, on fait ça plutôt le vendredi en principe. Grâce à son nouvel actionnaire, l'américain Euraseo, Asmodée a racheté le groupe Days of Wonder et Fantasy Flight Games. L'entreprise estime à 200 millions d'euros son chiffre d'affaires pour cette année. Pour ses grands-enfants, la partie est loin d'être finie. Oui. Et à quelques jours de Noël, vos cadeaux sont-ils prêts? C'est notre question du jour. Oui, mes cadeaux sont prêts. Presque, il m'en reste quelques-uns à faire. Bien sûr, oui. Tout à fait. Tout est à acheter pour les enfants, les petits-enfants. Vous êtes pris en avance? Tout à fait. Pour éviter toute la cohue des magasins. Donc, la moitié, c'est les magasins. L'autre moitié, c'est par informatique Internet. Pas tout à fait, mais pas loin. Oui, ils sont tous achetés, ouais, si c'est la question. Et il ne me reste plus qu'à en emballer quelques-uns. Pratiquement. Acheter certains et emballer d'autres. La moitié est prête, oui. Mais c'est surtout mon épouse qui s'en occupe. Moi, les femmes sont plus spécialisées, plus adaptées pour faire ces cadeaux aux enfants, aux petits-enfants, à la famille. Chacun son métier, je lui confie ça et elle le fait très bien. Et puis toujours autour de Noël, sachez que des animations seront proposées à Bois d'Arcy samedi matin. Demain, face à l'hôtel de ville, les élus et les commerçants du marché couvert annoncent spectacles et jeux concours. Noël, c'est avant tout pour les chrétiens la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Le club de Saint-Quentin, le club Saint-Quentin va proposer dès samedi une crèche vivante. Cortège et chant à partir de 15h au départ de l'église Saint-Pierre-du-Lac à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Anna de la Forcade et bienvenue. Vous êtes directrice de l'accueil de loisirs du club Saint-Quentin. Le club Saint-Quentin, tout d'abord, c'est quoi? C'est une association de loisirs éducative et chrétienne. Alors, c'est une association, oui, de loisirs, tout à fait, éducative aussi, avec une identité chrétienne aussi, oui, effectivement. Je précise simplement que le fait qu'on soit chrétien ne veut pas dire qu'on accueille que des chrétiens. Au contraire, c'est une association ouverte à tous. Voilà, il n'y a pas d'exclusion aucune. Quel est le but de cette association, les activités que vous proposez? Le but, vous le disiez, c'est pas de se rassembler uniquement entre chrétiens. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'être une association qui va mener des actions au service de l'éducation. Donc, on a un peu 4 branches pour ça. La première qui va être au service plutôt des enfants et des jeunes, où on va développer vraiment le côté loisir. Donc ça passe par un centre de loisirs avec notamment un accueil périscolaire, etc., qui a ouvert cette année, des semaines de vacances organisées régulièrement depuis 3 ans pour les enfants, pour les adolescents. Ça passe aussi par des actions intergénérationnelles, des actions pour apprendre à se mettre au service des autres, notamment. Et puis, alors, deuxième branche, là, on arrive plus à quelque chose d'événementiel. Donc, il y a la crèche vivante, comme effectivement, la crèche de ce week-end, dont on va parler. Il y a le rallye aussi de la Toussaint. Troisième branche du Club Saint-Quentin qui tourne autour plutôt des parents, des propositions autour des parents pour l'éducation. Donc, ce sont des conférences qu'on leur propose, ouvertes à tous. Autour de quel thème? Alors, récemment, par exemple? Tout thème autour de l'éducation. La prochaine, par exemple, aura lieu sur l'orientation scolaire. Comment aider les adolescents à choisir, comment les accompagner. Et puis, dernière branche, c'est une branche autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle pour les enfants et les jeunes. Voilà, avec une orientation chrétienne, est-ce que justement, parce que vous évoquez ce thème-là, vous restez dans l'optique de ce que recommande, ce que préconise la religion? Alors en fait, dans cette branche-là, on est vraiment dans une proposition autour de comprendre son corps, comprendre la sexualité, etc. Pas nécessairement autour des valeurs chrétiennes? Pas nécessairement, elles sont, comment dire, véhiculées, parce que ce sont des valeurs assez universelles en fait, mais ce sont bien des messages qui s'adressent à tous. Et on fait venir différents intervenants pour ça.
pour ce sujet-là. D'avoir ces échanges. Et en tout cas, le 20 décembre, demain, ce sera cette crèche vivante. Cortège et chant à partir de 15h, je vous le disais, au départ de l'église Saint-Pierre-du-Lac à Montigny. C'est la 3e fois, ça fait 3 ans que ça existe. Alors un peu plus en fait. Un petit peu plus. Oui, depuis quand vous avez mis en place? Ce sera la 5e édition. D'accord. Voilà, cette année. On a... Comment ça se passe une crèche vivante? Qui participe? Alors en fait, ça commence à 15h. Les enfants sont attendus à 15h. Il y a des enfants qui sont désignés pour faire partie de la crèche. Ils représentent Jésus, non pas Jésus, qui est une poupée justement, mais Marie et Joseph, et puis les 3 rois mages. On va partir en défilé. Avec ces fameux rois mages, avec ces personnages, on va partir et puis on va aller, et des animaux aussi qui accompagnent. On va faire un petit chemin à travers la ville et revenir à l'église où là il y aura des chants de Noël, un goûter offert et puis des contes de Noël qui seront racontés. Est-ce que ça dépasse le cadre religieux? On est plus dans la tradition aussi là? Alors effectivement, on est vraiment dans le côté fêter Noël devant cette crèche qui oui, fait partie de la religion chrétienne, mais qui est aussi dans la tradition. Qui dépasse la religion. Bien sûr, si je vous pose cette question, vous vous en doutez, c'est parce qu'il y a cette polémique actuellement autour de l'installation de crèches qui ne sont pas vivantes cette fois-ci, mais tout de même dans des mairies, par exemple, dans les lieux publics, où certains demandent à ce qu'il n'y en ait tout simplement pas. Est-ce que vous comprenez cette position? Est-ce que les crèches ont toute leur place, voilà, à titre personnel notamment, à titre personnel, moi je trouve dommage qu'il y ait une polémique autour de ça, parce que comme on vient de le dire, ça fait vraiment partie de la tradition depuis la naissance de Jésus. De fait, Noël, c'est la naissance de Jésus, et depuis 2000 ans, on le fête. Je me renseignais un petit peu sur les crèches et je voyais qu'en fait ça existe depuis le XIIIe siècle quand même, donc c'est vraiment quelque chose qui est... Mais depuis, il y a eu des textes de loi sur la laïcité, sur la séparation de l'État, de l'Église, et pour autant les crèches continuaient jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps à être installées dans les mairies et ça ne créait pas de polémique. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un climat un petit peu différent et que c'est même... il y a trop de laïcité en fait, il faudrait peut-être un peu plus d'ajustement, de souplesse? Comment vous percevez les choses en tant que chrétienne? C'est difficile d'être chrétien aujourd'hui? Difficile d'être chrétien, je ne sais pas. Trop de laïcité, je ne sais pas. Par contre, effectivement, il y a des questions qui se posent là, aujourd'hui, maintenant, telles que cette question d'accueillir des crèches dans des lieux publics ou pas, qui ne se posaient pas il y a quelques années, et il y a encore 5 ans. Enfin, donc... Ça vous surprend? C'est quelque chose dont vous parlez entre vous, justement? Oui, tout à fait, oui. Moi, ça me surprend beaucoup. Je comprends pas trop pourquoi, tout d'un coup, ça devient quelque chose qui va venir agresser certaines personnes ou venir offenser certaines personnes que de voir des crèches. Parce qu'on est dans le domaine de la tradition et que le pays s'est construit de cette manière-là, en fait, en quelque sorte, ça fait partie de la culture, on va dire. Exactement, c'est comme ça que vous le percevez. Ça fait partie de la culture, ça fait partie des racines, des traditions de notre pays, quoi. Pour en revenir à votre actualité, cette crèche de Noël vivante, il est possible de rejoindre le cortège, d'y participer, même si on n'était pas là pour la préparation? Oui, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Pour participer, donc, samedi, à ce rendez-vous, prochaines actions, prochain rendez-vous, après? Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses de planifier? Prochain rendez-vous, écoutez, non, pour les événements, c'est un peu tout. Après, il y aura les conférences et puis les accueils de loisirs qui sont réguliers. Et puis, il y a ce site internet, club-saint-quentin.fr, l'adresse qui s'affiche sur votre écran, qui s'est affichée. Merci d'être venu donc en plateau, crèche vivante, 20 décembre, cortège et chant, à partir de 15h, départ, église Saint-Pierre-du-Lac à Montigny. Merci encore. On passe à présent à l'essentiel de la semaine, comme chaque vendredi. Et dans l'actualité cette semaine du nouveau en matière de transport, les usagers de la ligne U entre la Verrière et la Défense vont voir l'offre renforcée, notamment les dimanches. Catherine Zulato, William L. Plus de trains entre la Verrière et la Défense. Actuellement, le dimanche et les périodes de fête, entre la Verrière et la Défense, il n'y a qu'un train par heure. Dorénavant, à partir de 11h, il y aura un train toutes les demi-heures, comme sur les lignes C et N, soit 19 trains supplémentaires. Par ailleurs, en semaine, afin d'offrir une fréquence plus régulière entre les lignes C, N et U au départ de Saint-Quentin en Yvelines, soit une fréquence de 15 minutes, 2 trains supplémentaires seront créés au départ de la Verrière à 15h35 et 23h50. Ce lundi, en gare de la Verrière, les usagers étaient partagés sur ces annonces. Là, ils ont changé les horaires.
Normalement, c'était à 11h05 et maintenant c'est à 11h20. Mais ça aide pas de ne pas nous prévenir. Il ne suffit pas qu'il y ait plus de trains, il suffit qu'il respecte les horaires, qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est ça qui bloque. C'est qu'on ne sait jamais combien de temps on va passer à attendre le train et puis pour combien de temps il arrivera à sa destination. Le fait de rajouter des trains, c'est intéressant pour ceux qui travaillent le plus, quoi, on va dire. Donc, c'est bien qu'il y ait plus de lignes, plus d'horaires en fait, même le week-end, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end, voilà. C'est très très bien parce qu'il y a des moments quand on a des trains qui sont souvent supprimés. S'il y a plus de trains, c'est vraiment formidable pour nous. Le débat autour du budget à la région vient de se terminer après 3 jours de discussion. Il s'est achevé donc ce vendredi. Les socialistes à la tête de l'institution souhaitent mettre en avant les investissements, notamment dans les transports. Négociation autour de la tarification unique du pass Navigo oblige. Le président Jean Pauluchon tient aussi à mettre en avant les 425 millions d'euros pour la construction et la rénovation des lycées, ou encore les 5 millions pour améliorer l'offre de soins. De son côté, son opposante UMP, candidate pour lui succéder en décembre 2015, a déjà déclaré qu'en cas de victoire aux élections, elle présenterait la facture du pass Navigo à tarif unique au Premier ministre Manuel Valls. Interview donc de Valérie Pécresse et de Jean Pauluchon en replay sur notre site internet dès à présent. Autre budget débattu, celui de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 20 000 étudiants et seulement 23 ans. L'an dernier, confronté à la logique implacable des dépenses en hausse et des recettes à la baisse, l'établissement a été placé sous tutelle de l'État, sous perfusion. Le budget proposé au vote ce mardi en conseil d'administration était cette fois-ci à l'équilibre, mais il a fallu pour cela faire des économies. Les étudiants n'ont guère apprécié. Le reportage d'Anthony Reich et de William L. Après un an d'austérité, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines s'apprête à voter un budget à l'équilibre. Pourtant, les stigmates de la rigueur sont encore présents. La filière STAPS a fermé plus tôt que prévu. La fac de droit n'imprime plus de polycopiés. Les étudiants craignent à terme la dévalorisation de leur diplôme sur le marché du travail en sortant d'une université en déficit. Et en 2015, que les taux ne se desserrent pas. Pour vous donner un exemple, le GVT, le glissement vieillesse technique, donc ce qui fait que les fonctionnaires plus ils travaillent des années, plus ils ont d'expérience, plus ils gagnent en salaire. En fait, l'État s'engage à ne payer que 40% de ce glissement vieillesse technique. Du coup, c'est aux universités, sur leurs fonds propres, de devoir assumer les 60 autres %. Du coup, pour avoir un budget à l'équilibre, elles sont obligées de couper dans les autres budgets, dont la formation. Par exemple, en 2015, il y aura moins de place pour les étudiants dans les formations, en licence ou en master. Et c'est pas à nous de payer les pots cassés. Pour protester contre ce vote de budget prévisionnel, cette vingtaine d'étudiants s'apprêtent à entrer de force dans la salle de réunion du conseil d'administration. Après une quinzaine de minutes passées dans la salle de réunion, les étudiants ressortent du bâtiment de l'université avec le sentiment de la mission accomplie, mais se seraient heurtés au refus de dialogue de la direction. On est rentré à l'intérieur de ce conseil d'administration et tout de suite le président de l'université a tout de suite hurlé. Il y avait des membres du conseil d'administration qui hurlaient, des membres élus quand même, des gens qui sont censés garder leur calme pour pouvoir discuter posément. On n'est pas rentré, on est rentré ici de manière un petit peu rude, mais à l'intérieur on s'est juste posé autour pour juste pouvoir discuter. On avait tous préparé des choses à dire pour pouvoir en débattre avec eux, exprimer les craintes des étudiants. Ils n'ont même pas voulu les entendre. Ils ont préféré annuler la séance pour nous faire passer pour des gens violents. La démarche de ces étudiants s'inscrit dans un mouvement national contre la baisse de dotation de l'État pour l'enseignement supérieur. Le vote du budget 2015 de l'université est donc repoussé à une date ultérieure, pas encore connue. Najat Vallaud-Belkacem, éducation toujours, avec la ministre donc, qui a dévoilé ce mercredi les collèges qui obtiennent le statut de REP pour réseau d'éducation prioritaire. Cette appellation remplace les anciennes ZEP, les zones d'éducation prioritaire. À Saint-Quentin, 3 collèges sont concernés, Gustave Courbet, Le Village et Yuri Gagarine, situés donc à Trappes. On va écouter Bertrand Mesure à présent, le secrétaire départemental SNUIPP FSU 78. Il regrette qu'une telle mesure ne concerne pas la globalité du cursus scolaire d'un élève. Écoutez. On part des réseaux d'éducation prioritaire, donc des écoles élémentaires et maternelles qui alimentent ces réseaux. Or, on se retrouve, en particulier dans les Yvelines, avec un certain nombre d'écoles qui se retrouvent isolées parce que, pour leur malheur, elles alimentent un collège où existe une vraie mixité sociale. Pour autant, la situation de ces écoles, quand elle est prise du point de vue de la situation de l'école, est une situation particulièrement dégradée. Je vais en donner un exemple, c'est celui du bois de l'étang à la Verrière, qu'on ne peut pas qualifier de situation favorable et qui pour autant va sortir l'éducation prioritaire au motif que les élèves du bois de l'étang vont à Philippe de Champaigne et au Ménil-Saint-Denis.
Il aura passé 5 ans à la tête de l'Académie des Yvelines. Jean-Michel Coignard s'apprête donc à quitter son poste. Le directeur académique prend en charge dès cette fin d'année une mission de 3 ans auprès du ministère de l'Éducation nationale. À 54 ans, il cède sa place à Serge Clément, ancien directeur académique de la Loire. Jean-Michel Coignard qui aura eu, entre autres, la lourde tâche d'accompagner en douceur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Nous sommes allés lui demander s'il existait une méthode Coignard. On l'écoute. C'est quoi la méthode Jean-Michel Coignard ? Écoutez, moi je crois, après avoir fait ça avec passion de longues années maintenant, je crois qu'en fait on n'a tout d'abord aucun pouvoir réel. On n'en a qu'un, c'est celui que les autres vous donnent. Alors c'est vrai qu'on en a matériellement, concrètement, mais en fait ça sert à rien. Moi je pense que notre boulot il est vraiment sur l'encouragement, la rencontre et l'encouragement des personnes. Donc il faut donner confiance à tout le monde, il faut toujours être positif. Il faut dire que tout le monde fait du bon travail et le montrer. Il faut dire que les élèves sont des pépites. Hein. On le dit pas assez, ça, tout le monde noircit tout. Mais il faut montrer qu'on a des résultats. Et c'est vrai, dans les Yvelines, il y en a. J'ai oublié de dire que dans les années où j'ai été là, on a vu progresser les résultats des élèves de façon étonnante. Hein. Alors évidemment, on voit l'excellence sur les territoires où les familles sont plus favorisées, de manière très, très forte, avec des mentions encore plus grandes que dans les années passées. Mais sur les territoires plus défavorisés, je vous donne un exemple parmi d'autres, on a doublé le taux d'accès au baccalauréat dans les quartiers défavorisés. En bref, il faut, à mon avis, essayer d'être influent, ramener tout le temps tout le monde à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est là pour les autres, on est là pour les enfants, et que globalement, ça doit se faire avec une confiance dans l'avenir et puis beaucoup de modestie, d'humour, de distance. Interview complète menée par Catherine Sulato à retrouver dès lundi dans le journal. Élections, les départementales, c'est pour le mois de mars prochain, 22-29 mars. Il s'agira d'élire ceux qui siégeront au Conseil général. Nouvelle législation oblige, le nombre de cantons a été réduit, passant de 39 à 21, mais les conseillers généraux élus le sont maintenant en binôme paritaire, hommes-femmes. Après l'UMP, c'est au tour du Parti socialiste de présenter ses candidats, mais au compte-gouttes. Ce week-end, le binôme en lice pour le canton de Morpa a été dévoilé. Il n'y aura pas d'union de la gauche dès le premier tour. Vainqueur en 2008 à la faveur d'une triangulaire avec 2 candidats de droite, Ismaïla Vann se représente pour un nouveau mandat et avec lui Marie-Christine Mercier, première adjointe de Manille-et-Hameau, elle aussi socialiste. Pas d'alliance à gauche donc, et pour Europe Écologie Les Verts, la stratégie est claire, se démarquer au maximum de la politique menée par le gouvernement. Écoutez le responsable départemental d'Europe Écologie Les Verts, c'était sur ce plateau mercredi soir. Nous, on a envie de construire, et c'est pour ça qu'on a lancé il y a 15 jours l'appel au rassemblement, donc un large appel sur nos valeurs pour essayer de fédérer. Ça peut être des collectifs, ça peut être des citoyens, ça peut être aussi des mouvements politiques. Mais pas des socialistes en tout cas. Mais, sauf des socialistes repentis, s'ils étaient amenés à changer de parti. Oui, enfin, ça, chacun fait ce qu'il veut, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un message clair autour de nos valeurs. Donc, nécessairement, le message, c'est pas nous sommes contre quelque chose. Le message, c'est de dire on peut faire autre chose dans les Yvelines. La droite dans les Yvelines fait depuis des années une politique très libérale, avec un peu de saupoudrage de social par-ci, par-là, et c'est contre cette politique qu'on voudrait vraiment inscrire les Yvelines dans les Yvelines du XXIe siècle, quelque chose qui soit beaucoup plus soutenable en termes de développement économique. Et donc, on a un programme alternatif à proposer, à construire avec ce rassemblement qu'on veut créer. Et sur notre site internet, l'intégralité de cet échange à retrouver grâce au replay. Et si vous voulez pouvoir voter en mars prochain, que vous venez de déménager, il faudra vous inscrire sur les listes électorales. Vous n'avez que jusqu'au 31 décembre de cette année donc pour le faire. Après, il sera trop tard. Explication dans ce service de l'état civil à Guyancourt. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Service état civil de la mairie de Guyancourt. Depuis le début de l'année, le service a enregistré 200 inscriptions supplémentaires sur les listes électorales. La commune compte à ce jour 17 870 inscrits. Et depuis quelques jours, c'est un peu plus l'affluence. L'inscription sur les listes électorales se fait du 1er janvier au 31 décembre et on clôt les listes électorales au 31 décembre de l'année en cours. Et passé cette date, il n'est plus possible de s'inscrire. Tous les nouveaux arrivants dans les communes, tous les gens qui ont déménagé au sein de la même commune et tous les gens qui arrivent, qui déménagent dans une autre commune doivent absolument signaler leur changement d'adresse.
Sur place, vous devez fournir un justificatif de domicile et une pièce d'identité. C'est une procédure que chacun peut également faire sur Internet. La mairie de Guyancourt ouvre aussi une permanence le mercredi 17 décembre à la maison de quartier Auguste Renoir. Les données sont ensuite entrées dans un logiciel de traitement des listes électorales. Les cartes d'électeurs seront imprimées au mois de février pour être transmises aux titulaires avant le premier tour des élections départementales prévues le 22 mars. Après le 31 décembre, il n'est donc plus possible de s'inscrire, sauf cas très particuliers. Il y a quelques cas dérogatoires, mais il faut être militaire. Éventuellement, si on était muté puis qu'on revient en France, on peut s'inscrire. Mais c'est vraiment très très peu de cas, les naturalisés. Les naturalisés français qui sont naturalisés avant l'élection. Et ensuite, les jeunes qui auront 18 ans la veille de l'élection. Une commission de révision des listes électorales composée d'électeurs notamment est chargée de valider toutes les inscriptions ainsi que les radiations. Cette commission se réunira le 10 janvier, le 28 février et 5 jours avant le début de l'élection. 2 échéances électorales sont prévues en 2015, les élections départementales donc fin mars et les élections régionales en décembre. Tout de suite sur TV Fil, le 7-8 week-end, vos loisirs pour les prochains jours. La semaine prochaine pour le journal Catherine Zulato. Je vous retrouve néanmoins mardi pour un 7-8 politique autour notamment de Philippe Chevrier, le responsable départemental du Front National, et d'Aurore Berger, UMP, membre du collectif Une droite d'avance. Bon week-end.